Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Michel et moi sommes heureux de vous retrouver pour cette 5e conférence du cycle « Les qualités de l'être au service de l'amour », dans laquelle ce soir, nous chercherons à comprendre plus profondément la qualité de la cohérence. Après l'humilité, la volonté, l'accueil et le rayonnement, voyons maintenant pourquoi la cohérence est une qualité indispensable pour servir l'amour. Pour cela, nous appuierons sur le cycle à 4 temps dans lequel ces conférences s'inscrivent. Dans la vie, rien ne se fait d'un coup, ni même linéairement. Toute créativité est soumise à la loi des cycles. Tout est cycle. Que ce soit la respiration, qui soutient la construction du corps physique, le cycle menstruel, qui indique la possible naissance d'une nouvelle vie, le cycle des saisons, qui rythme l'abondante créativité de la nature, ou le cycle journalier, qui cadence toutes nos activités sur Terre. Même le climat subit invariablement cette loi des cycles, avec des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement. L'élaboration d'un projet, qu'il soit politique, artistique, économique ou autre, répond aussi à cette loi des cycles avec des phases de maturation et des phases d'extériorisation. Ce cycle à 4 temps est le grand cycle respiratoire de la vie. C'est par cette respiration cyclique que le plan d'amour peut se manifester sur Terre, que le plus haut rencontre le plus bas, que s'opère progressivement mais sûrement l'union entre l'esprit au plus haut et la matière au plus bas. On pourrait mettre, d'ailleurs sur le schéma, donc là qui est dessiné un carré avec ces 4 temps du cycle, en haut l'esprit, en bas la matière, ce qui doit être en haut, ce qui est en bas. On pourrait parler aussi, on avait déjà parlé d'avenir en haut et de passé ou de présent en bas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait mettre sur le schéma. Et donc, voilà, je disais, en effet, donc à chaque respiration, à chaque cycle de temps, un peu plus de ce qui doit être remplace ce qui est. Ce cycle à 4 temps nous rappelle que le but de l'évolution est d'incarner, d'imprégner toutes les formes, toute la matière des plus hautes qualités de l'âme. On pourrait même mettre aussi, dans les autres conférences, on avait mis les schémas des 2 triangles. On s'est appuyé sur les triangles des qualités supérieures et puis le triangle du bas des 3 corps. Donc, que je remets donc sur le schéma, un au-dessus, un en dessous donc de ce cycle à 4 temps. Donc il faut se représenter ce cycle à 4 temps comme une spirale évolutive. À chaque fois qu'une parcelle de plan, une parcelle de qualité est incarnée, manifestée et intégrée à la substance, alors un nouveau cycle commence sur une spirale plus élevée de l'évolution. On pourrait symboliser cette spirale évolutive par des cycles à 4 temps de plus en plus larges. À chaque fois qu'on monte, qu'on contacte une qualité, donc là, bien sûr, hein, donc la intelligence, lumière, amour et volonté. À chaque fois qu'on contacte justement une qualité, de plus en plus profondément, et puis on la redescend et on l'incarne jusqu'en bas, au niveau des 3 plans, mental, émotionnel et physique éthérique. Donc on pourrait symboliser donc, du coup cette spirale comme ça évolutive par des cycles à 4 temps. Je ne le mets pas pour surcharger le schéma, mais donc de plus en plus large, comme une spirale qui va de plus en plus haut et qui descend de plus en plus bas. Donc ceci afin de s'ouvrir à toujours plus de bien, de beau, de vrai, de lumière, d'amour, de volonté, pour qu'il puisse davantage s'incarner dans les affaires du monde. La beauté de l'ensemble se révèle ainsi progressivement de cycle en cycle à travers cette divine union. Mais
quel est le rapport avec la cohérence, pourrait-on se demander? Pour cela, arrêtons-nous un instant sur cette notion de cohérence qui vient du latin coherens, être soudé, attaché ensemble. Retenez-le bien parce que ça va revenir souvent. Parfois aussi défini comme une absence de contradiction entre les différents éléments d'un tout. C'est une union complète et harmonieuse entre les différents éléments d'un ensemble. La cohérence peut donc se voir d'une manière verticale, de haut en bas, entre l'essence et l'existence, entre l'âme et la forme, l'esprit et la matière, cherchant à s'accorder, à s'unir, afin qu'il y ait de moins en moins de contradictions entre les deux parties. Qu'ils puissent justement s'unir en un tout cohérent auquel le cycle à 4 temps œuvre inlassablement. Cette cohérence verticale nous ramène à la notion de créativité, d'expression, reflétant exactement l'intention originelle. Elle peut aussi se concevoir comme plus horizontale, cette cohérence. Elle fait alors référence à l'agencement parfaitement coordonné de différents éléments qui forment un tout. D'où la quasi-synonymie avec cohésion, dont elle partage justement la racine et qui désigne la force qui tient ensemble les molécules d'un tout. Par exemple, la cohérence d'un discours ou d'un livre, la cohérence de gestes ou de mouvements dans la danse, ou même la cohérence des mouvements de tous les astres dans l'univers, tenus ensemble par cette gigantesque force de cohésion. Retenons donc cette union horizontale et verticale. Et clarifions maintenant ce cycle à 4 temps pour ensuite pouvoir y inscrire le principe de cohérence. En fait, le premier temps, là, donc symbolisé par l'hiver, est un temps de préparation de la personnalité, une montée progressive pour s'identifier aux plus hautes qualités de l'âme, pour s'identifier à l'âme, on pourrait dire. Avec le rayonnement, si vous vous en souvenez, nous avions défini cette période comme la préparation des feux mineurs de la personnalité, symbole du feu des 3 corps. C'était une préparation des 3 corps pour s'aligner vers l'âme. Le deuxième temps, le temps de contact, nous nous ouvrons en tant qu'âme aux qualités les plus hautes de l'être. Nous avions évoqué le feu électrique, le feu le plus subtil. C'est un temps de silence prolongé, réceptif mais actif. Un temps de téléchargement des vibrations les plus subtiles de l'âme une ou de l'esprit, qui cherche à impressionner le mental de groupe qui est attentif mais silencieux. Temps où la présence de l'âme planétaire imprime son mouvement, sa vie et son être à tous ceux qui sont prêts à accueillir ce qui doit être, pour reprendre les termes que nous avons employés dans la conférence sur l'accueil. C'est le temps du printemps, où la lumière est à son maximum et où les jours sont les plus longs, et où nous sommes invités à nous ouvrir le plus longuement possible à cette lumière. Le troisième temps, l'été, est un temps de distribution associé au feu solaire, nous avions évoqué. On s'entraîne à vivre mentalement, sensiblement et physiquement ce qui s'est déposé lors de la phase de contact. C'est un temps où les qualités très abstraites que l'on a touchées se clarifient, s'imprègnent et peuvent commencer à rayonner. C'est en fait un temps qui nous prépare au 4e temps, où nous devons véritablement faire nos preuves, où les qualités qui nous semblaient claires et vivantes sont mises à l'épreuve du quotidien. Un quotidien fait de formes de matière dense, avec une forte vibration opposée qui résiste à celle de l'âme. C'est ce que nous avions appelé le feu par friction, car c'est là que par l'intermédiaire de l'âme, l'esprit et la matière cherchent à s'unir par la friction que leur rencontre occasionne. C'est là que nous pouvons voir si ces qualités de lumière, d'amour et de volonté contactée et distribuée sont vraiment intégrées, si nos actes, nos paroles, nos attitudes sont cohérentes avec la qualité de l'âme
dont nous avons à être les passeurs jusqu'en bas. C'est notre cohérence avec l'intention de départ, avec nos valeurs donc, qui est testée. Sans cohérence, ce sont les vibrations de la matière qui s'imposent et nous maintiennent dans une vibration dense, séparatiste et matérialiste, terreau de tous les problèmes relationnels sur Terre. Petite parenthèse. D'une part, ces différents temps du cycle ne se cantonnent pas aux saisons, car il existe aussi de petits cycles au sein des grands cycles. Chaque période du cycle est avant tout le symbole de différentes phases qui peuvent avoir lieu dans une journée, dans un mois, ou dans une année, ou dans une vie, ou dans un projet. D'ailleurs, vous aurez remarqué que nous n'avons pas forcément à attendre l'automne pour être testés dans certains domaines de nos vies. Et d'autre part, autre petite parenthèse, comme nous le montre la symétrie donc, du carré, représentant ce cycle à 4 temps, il existe une exacte correspondance entre le haut et le bas. Autrement dit, entre les qualités auxquelles nous avons accès et les situations auxquelles nous sommes confrontés. Et ceci que ce soit au niveau individuel ou collectif. En effet, cette grande intelligence de la vie n'aurait aucun intérêt à proposer des situations dont il est impossible de répondre. L'évolution du plan d'union esprit-matière nécessite une parfaite cohérence entre les deux. C'est la grande loi d'économie de la vie justement, qui régit, qui orchestre toutes les interactions entre l'âme et sa forme avec une parfaite concordance. C'est pour cela qu'à chaque problème, sa solution, et qu'à chaque solution, son problème. Et contrairement à ce que l'on pense parfois, plus on contacte les qualités de l'âme, plus les problématiques seront importantes, car nous avons alors les moyens de les résoudre. Aussi, il serait totalement incohérent de donner à résoudre l'équation 5 plus 2 à Einstein, tout autant que de demander à un enfant de primaire de résoudre le problème de la relativité générale. À grande âme, grande problématique à résoudre. C'est la loi de la grande cohérence de la vie. Parenthèse faite, nous pouvons illustrer les 4 temps du cycle par une petite histoire, tout en reprenant les qualités que nous avons développées lors de ce cycle annuel, avec les différentes conférences. C'est l'histoire de l'écuyer qui devient chevalier. C'est l'écuyer qui, grâce à l'humilité dont il a su faire preuve, est accepté dans la garde rapprochée du roi, pour servir sa volonté. Il accepte que sa volonté soit faite et non la sienne. Le roi étant bien sûr le symbole de l'âme une ou de l'esprit. Un tout nouvel univers s'ouvre à lui, et il apprend maintenant à accueillir les nouvelles qualités dont tout véritable serviteur doit faire preuve. Il s'entraîne dur pour acquérir le maniement des armes et les attitudes d'un noble chevalier. Avec ses camarades et encore dans l'enceinte protégée du château, il cherche à rayonner au mieux ce dont il est maintenant porteur. Mais lorsqu'il semble enfin prêt, il doit faire ses preuves au combat. Livré à lui-même au sein du champ de bataille, hors du château, il doit combattre sans perdre sa noblesse de cœur, dont doit faire preuve tout véritable chevalier. C'est là que la cohérence entre ce dont il se réclame et ce qu'il démontre est éprouvée. Car le plus dur en période de guerre n'est pas de rester en vie, mais de rester humain, comme le rapportait récemment un soldat ukrainien. Sera-t-il garder son calme au milieu de la tempête? Ça, c'est le thème de la prochaine conférence, le calme. En fait, cette petite histoire nous montre que le but du plan d'amour est de transformer le monde ici-bas selon les intentions de l'âme. Et que le contact donc avec les qualités n'a de sens que si les relations au quotidien se transforment en de plus justes relations. Ainsi, on comprend donc mieux pourquoi la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'abstrait et le concret, entre les intentions et les actions, est une qualité essentielle pour servir l'amour.
Mais la fois dernière, avec le rayonnement, nous évoquions le fait que beaucoup d'entre nous avaient une vie spirituelle intérieure riche et réelle, mais parfois un faible rayonnement extérieur, comme un manque de cohérence entre les deux. Que face à la difficulté du monde extérieur, face à sa densité, à l'obscurantisme et à sa séparativité qui y règne, nous nous trouvions démunis et parfois sans ressort, se laissant justement reprendre malgré nous par le découragement ou tout autre sentiment en inadéquation, en incohérence, on va dire, avec des touchés d'âme plus essentiels. Si grand intérieurement et si petit extérieurement. Mais pourquoi donc est-il si difficile de tenir extérieurement la note subtile de l'âme, touchée intérieurement? C'est là qu'il est important de comprendre qu'un ressenti plus ou moins vague de l'âme et de ses qualités ne suffit pas à renverser le cours involutif de la matière. Un vague ressenti sans structure claire se fracasse inévitablement sur le roc de la matière. Il nous est donc nécessaire de construire une forme pensée beaucoup plus solide. Pour cela, il va falloir apprendre à penser et à se servir du mental et approfondir notre vécu d'âme. Car aujourd'hui, nous laissons souvent le mental en dehors de nos vécus d'âme. Alors notre vécu reste mystique et nous nous contentons d'évoquer des platitudes vagues et floues, comme la nécessité d'unir l'âme et la forme, sans pouvoir en dire bien plus que cela. Cela reste des concepts que nous ne prenons pas suffisamment la peine de déployer, de psychologiser, afin qu'ils puissent avoir un réel impact dans notre vie. Car invoquer béatement l'amour, l'âme, sans comprendre que ce que ces principes impliquent comme nouveaux états d'être, comme attitude, ne sert qu'à nous illusionner et à nous isoler dans un imaginaire qui ne répond aucunement aux besoins du monde, mais seulement à notre propre satisfaction et à notre confort spirituel. Certes confortable, mais totalement inefficace à apporter des solutions aux problématiques. Mais heureusement, les difficultés du quotidien et les problématiques mondiales viennent de temps en temps nous bousculer, nous réveiller pour nous sortir de notre abstraction hors sol. C'est là que le mental peut nous venir en aide. Pas n'importe quel mental. Le mental dans ses trois aspects. Le mental abstrait, le mental concret et le mental de cœur. Tous trois unis de façon cohérente dans le symbole de l'étoile à 5 branches que je vais dessiner au centre du cycle à 4 temps, entre le plus haut et le plus bas. Donc le mental abstrait, symbolisé par la pointe supérieure, nous relie aux qualités abstraites, essentielles. Le mental concret, symbolisé par les 2 pointes, nous relie au monde des formes et des problématiques. Et le mental de cœur, avec les 2 pointes horizontales, fait le pont entre les deux. Le mental triple, que l'on appelle parfois le grand intermédiaire, va donc nous permettre d'unir l'esprit et la matière, mais non pas en cherchant à les unir telles quelles. Cela nous est de toute façon impossible, car fondamentalement, nous ne savons pas ce que représente l'esprit ni la matière. Ce sont des concepts et des réalités bien trop abstraites pour le calibre actuel de notre mental. Mais il va devoir chercher à unir le haut et le bas en mettant en lien, en cohérence, les propositions de conscience, des qualités d'être avec les problèmes du monde. On pourrait mettre la proposition et donc relier les propositions aux problèmes du monde en bas. Car rappelez-vous combien l'énergie donc de volonté cherchait avant tout à mettre en œuvre, à impulser un amour
intelligent, c'est-à-dire capable de répondre aux problèmes du monde. On avait vu dans la conférence sur la volonté, cette triade, donc la volonté pouvait vraiment impulser, faire mettre en œuvre un amour intelligent, c'est-à-dire qui répond aux problèmes du monde. Soyons pratiques et prenons un exemple. Nous avons été sensibles, par exemple, à la qualité d'amour-unité dans la période de contact la plus abstraite au printemps. Nous en avons quelque peu perçu la note profonde, qui tend à tout inclure. Nous nous sommes employés à écouter, à rejoindre toujours un peu plus cette qualité. Et lorsqu'un problème se présente, comme par exemple le racisme, et on en voit tous les jours d'informations, nous avons tendance à penser que c'est l'amour la solution. Dans un sens, c'est pas faux, mais c'est beaucoup trop haut. En effet, l'amour est la source de toutes les solutions et de tous les problèmes. Pas de la source des problèmes, mais la source de toutes les solutions aux problèmes. Et s'il est nécessaire de s'en inspirer, on ne peut pas s'en contenter. Mais il est tout aussi nécessaire d'utiliser le mental pour décliner cette qualité d'amour en une qualité plus proche du terrain, plus proche de la problématique. Pour cela, il va falloir regarder en face le problème, chercher de quoi il est fait. Abstraitement, on pourrait dire qu'il est fait de matière involutive, non spiritualisée. Mais comme tout à l'heure, tous les problèmes répondent à cette définition par nature. Il va falloir creuser plus psychologiquement pour comprendre la problématique, pour comprendre ce qu'est par exemple une attitude raciste. Quel est le fondement actif à l'arrière-fond d'une telle attitude? Et là, nous avons besoin de notre mental concret, donc orienté vers le bas, qui s'intéresse aux problèmes du monde et qui peut en dire quelque chose de précis. Par exemple, on pourrait dire que c'est le fait de se sentir appartenir à un groupe identitaire commun, caractérisé par des similitudes de culture, de couleur de peau ou toute autre ressemblance formelle, et de se sentir différent et surtout supérieur par rapport à d'autres individus ou d'autres groupes identitaires. Voilà comment nous pourrions brièvement définir la problématique du racisme. Maintenant, il va falloir chercher la proposition de conscience, la qualité issue de la grande qualité d'amour, mais qui répondent précisément à la problématique. Pour cela, il va falloir mettre en œuvre le mental de cœur, qui ne se met en route que lorsque nous percevons intimement et véritablement que rien n'est séparé. C'est le cœur, dans une histoire collective de l'humanité. C'est réaliser intimement que nous faisons partie de la solution autant que du problème, comme nous l'avions déjà souligné dans la conférence sur l'humilité. Il s'agit donc de sentir en nous-mêmes où nous nourrissons cette même attitude. Pas au même degré de densité que le racisme de base, mais de manière plus subtile. En quoi est-ce que je fais aussi partie du problème? Où est-ce que je le nourris? Par exemple, n'est jamais cette sensation de supériorité, d'appartenir à un groupe de chercheurs avec des aspirations, des idées communes, une noblesse de valeurs? N'est jamais cette condescendance vis-à-vis de ceux qui ne pensent qu'à profiter de la vie et qui ne se posent aucune question existentielle? N'est jamais ce sentiment de supériorité qui naît de la croyance que le chemin que nous avons emprunté et les vérités auxquelles nous avons accès sont de loin les meilleures? C'est là que nous réalisons que ce problème n'est pas extérieur à nous. Car chaque fois que nous nourrissons ces sentiments, nous vitalisons l'état d'être qui donne naissance à toutes les formes de racisme plus ou moins subtiles. De plus, grâce au mental de cœur, qui ne perd jamais le lien entre l'individu et le collectif, nous réalisons que ce problème est commun à toute l'humanité. Nous voyons combien tous les groupes d'appartenance formels, qu'ils soient politiques, sportifs, associatifs, médicaux ou autres, ont cette fâcheuse tendance à se séparer des autres par le fait de s'identifier trop directement aux formes physiques, émotionnelles ou mentales, qui leur semblent toujours mieux que celles des autres. Chaque clan étant persuadé de détenir la vérité
et d'être supérieur à l'autre. C'est au sein de ce mental de cœur, intermédiaire entre le mental concret qui nous relie au monde des problématiques individuelles et collectives, et le mental abstrait qui nous relie au monde des qualités abstraites, que nous allons alors chercher à comprendre et vivre la proposition cohérente, l'état d'être qui va pouvoir unir, attacher ensemble, pour reprendre la définition de la cohérence, la proposition et le problème. Dans le silence d'un mental attentif, à la fois conscient du problème et du plan d'amour, qui doit être, nous nous posons alors la question, quel état d'être, quelle est la qualité qu'il est possible d'incarner, de vivre au quotidien? Qualité issue, extraite donc de cette qualité d'amour, qui doit fondamentalement être, et qui un jour donc sera dans sa totalité. Et c'est dans cette tension entre l'abstrait et le concret, dans ce subtil équilibre entre la tête et le cœur, que peut alors se dessiner une partie de la proposition. Par exemple, nous pouvons ressentir à ce moment-là la qualité de reconnaissance. Alors nous cherchons à comprendre et à rejoindre par le vivant ce qu'elle signifie. En quoi elle répond bien à la problématique. Nous découvrons peut-être et expérimentons dans notre fort intérieur combien en vivant la reconnaissance de tous les autres soi, comme des parties d'un organisme commun, quelle que soit leur forme momentanée, les formes momentanées qu'ils chérissent, que le sentiment de supériorité s'estompe petit à petit quand nous vivons profondément la reconnaissance. Et nous pouvons prendre le temps, alors, de pousser la compréhension de ce vécu. Et dans l'instant présent de la méditation, nous pouvons mettre en pratique cet état d'être. Nous pouvons visualiser toutes les personnes ou tous les groupes que nous fréquentons et envers lesquels nous pouvions ressentir séparativité et supériorité, jusqu'à pouvoir s'imaginer en présence de n'importe quelle personne sans perdre cette reconnaissance d'être à être, en maintenant vivant le fait qu'elle a tout autant, comme n'importe qui, sa juste place au sein de l'ensemble. Nous pouvons nous différencier par notre physique, par nos centres d'intérêt ou idéologiques, mais aucune de ces différences ne peut rompre ce lien profond de reconnaissance. Nous cherchons du coup à mettre à l'épreuve notre forme pensée de la reconnaissance. Essayez, et vous verrez que c'est loin d'être évident, de construire une forme pensée précise, vivante et cohérente, justement avec les intentions de l'âme. Nous nous entraînerons tout à l'heure dans la méditation avec ce thème précis. Et contrairement à ce qu'on pense, la cohérence avec les qualités de l'âme ne s'établit pas d'un coup, à coup plutôt de volonté personnelle sur le terrain. Il faut que je vive la reconnaissance. À partir de demain, je m'y mets. Ce serait alors une cohérence de façade, sans véritable fondement, ni véritable changement de conscience. Non, comme nous l'avons vu, la véritable cohérence avec l'âme se détermine en amont par ce travail mental triple, jusqu'à ce que l'on sente qu'un véritable nouvel état d'être, ni trop haut, ni trop bas, mais ajusté à la fois aux qualités essentielles et au terrain, se déploie naturellement et puissamment en nous-mêmes. La puissance d'une pensée est à la mesure de sa clarté et de son vécu. C'est la force de cohésion intérieure qui va déterminer la puissance de cohérence extérieure. La force de cohésion intérieure avec cette qualité qui va déterminer la puissance de cohérence extérieure. C'est grâce à une pensée claire, vivante et de cœur qu'un puissant courant de vie va mobiliser et qualifier le corps éthérique individuel et collectif, et ainsi inévitablement prendre forme et s'incarner, en respectant le rythme de chacun, sans contraindre la forme, mais en stimulant la conscience au sein des formes. C'est la clé de la cohérence non imposée, ou de ce que l'on appelle parfois la magie blanche, si bien sûr c'est le mental de cœur qui en est à l'origine. En effet, l'âme cherche toujours à incarner les nouvelles valeurs, les qualités essentielles, mais dans le strict respect du rythme de chacun.
Elle n'impose jamais rien par la volonté personnelle, mais seulement par l'éveil des consciences. Si ce sujet particulier de la magie blanche vous intéresse, vous pouvez réécouter la conférence sur la balance de 2021 de haut en bas. En tout cas, voici le travail nécessaire pour que notre vécu intérieur le plus subtil puisse s'extérioriser et rayonner au quotidien de manière efficace et utile à tous. Voyons maintenant quelques facettes de la cohérence et de son reflet, l'incohérence. Premièrement, la cohérence n'entraîne pas forcément l'harmonie formelle avec le milieu environnant. Je le répète parce que la cohérence avec ses valeurs fondamentales n'entraîne pas forcément l'harmonie formelle avec le milieu environnant. En effet, plus nous évoluons, plus nous nous élevons, plus notre cadre de référence change, plus les vérités auxquelles nous avons accès changent, s'affinent. Comme nous l'avions développé avec l'humilité, toute vérité est de nature relative et temporaire, et dépend du cadre de référence et de conscience dans lequel on se trouve. Et si nous apprenons à vibrer en cohérence avec ces nouvelles vérités, nous allons forcément être en incohérence ou en inharmonie avec les anciennes vérités, qui sont peut-être toujours vraies pour les personnes avec qui on vibrait en syntonie auparavant. Par exemple, dans le passé, j'ai pu être en parfaite cohérence dans ma vie avec le fait avec le fait que le sens de la vie, c'est profiter, se faire plaisir, rencontrer du monde et partager du bon temps ensemble. À partir de là, je pouvais vibrer en cohérence avec toutes les personnes qui partageaient cette vérité. Mais lorsque je m'ouvre à une vérité plus grande du sens de la vie, comme par exemple que nous sommes sur Terre pour faire progresser la conscience de groupe, ou à l'idée d'un amour global et impersonnel, là où auparavant l'amour était perçu comme sentimental et interpersonnel. Je vais alors me retrouver en incohérence, en inharmonie avec le milieu qui vit encore en phase, en cohérence avec ses anciennes vérités. Et il va falloir d'autant plus être cohérent avec les nouvelles valeurs, les nouvelles vérités, pour que se mette en place un nouveau milieu plus en cohérence avec ses idées, ses vérités, qui ont cherché à se manifester à travers nous. Ainsi, petit à petit, les vérités plus grandes se frayent un chemin à travers la substance de nos corps et des corps de l'humanité. C'est pourquoi être cohérent avec l'âme, en soi, n'est pas adhérer à tout. Parfois, être cohérent, c'est savoir dire non, c'est savoir arrêter une relation, c'est avoir le courage de prendre une autre direction que celle de ceux avec qui nous avons jusqu'à maintenant partagé la vie. Et ceci malgré les incompréhensions et les critiques des êtres aimés. C'est le lourd tribut de ceux qui foulent le sentier de l'évolution. Un jour, quand la majorité de l'humanité répondra aux lois de l'âme, ces changements de conscience et de milieu seront compris et accompagnés dans la bienveillance et la compréhension aimante par l'ensemble du milieu. Car nous vivrons en cohérence avec le fait que le véritable amour n'attache pas, mais libère et laisse libre. C'est d'ailleurs ce qui se voit de plus en plus chez les personnes en évolution, ou par exemple où les séparations dans le couple ou dans quelconque association sont accueillies, comprises et même accompagnées. Un autre point, c'est que parfois, en fonction des énergies qui nous constituent, comme les énergies des rayons ou les signes astrologiques, nous pouvons quelque peu être obsédés par la cohérence formelle ou le désir d'harmonie formelle. Nous pouvons alors préférer s'enfermer dans un système de croyances et de pensées avec lesquels nous n'avons pas de mal à être cohérents, plutôt que de s'ouvrir à l'inconnu, quitte à momentanément ne pas pouvoir être pleinement cohérent avec ces nouveaux principes. En effet, toute personne en évolution passe par des phases d'incohérence.
non seulement avec le milieu comme nous l'avons vu, mais aussi avec les idées nouvellement touchées. Car il faut du temps pour apprendre à se mettre en phase, à synchroniser son être et ses corps à ce nouveau monde, à ces nouvelles vibrations. C'est en acceptant d'avancer humblement, d'incohérence en cohérence et de cohérence en incohérence, que nous nous inscrivons dans ce grand cycle de créativité collective, qui cherche toujours de plus justes relations au détriment du confort personnel, qui cherche toujours l'harmonie d'une cohérence, d'une petite cohérence. Quoi qu'il en soit, gardons toujours en tête que tant que le plus haut et le plus bas ne se seront pas rencontrés, nous sommes invités à constamment élever notre degré de cohérence. Élargissons maintenant notre regard et voyons le rapport entre les trois qualités de l'âme et les trois corps de l'humanité dans son ensemble. Souvenez-vous, la dernière fois, la ligne qui reliait la volonté au mental, l'amour à l'émotionnel et la lumière intelligence au physique éthérique, que nous avions évoqué dans la dernière conférence. Oui. Eh bien, au sein de l'humanité, cette relation donne naissance à trois domaines qui régissent la vie de toute l'humanité dans son ensemble. La politique, la religion et la finance. Vous pourrez mettre en bas politique au niveau mental, religion au niveau émotionnel sensible et finance au niveau physique éthérique. Ces trois domaines reflètent pour l'instant exactement le degré de cohérence que nous avons pu atteindre jusqu'à maintenant collectivement. En effet, ces trois domaines sont actuellement en cohérence avec l'état de conscience de l'ère du Poisson, où le but était le développement de la conscience individuelle. Mais si nous voulions être en cohérence avec l'ère du Verseau, dans laquelle nous entrons actuellement, il s'agit de repenser de fond en comble ces trois domaines, à partir de la conscience de groupe. C'est vous dire le travail qui nous attend. Mais chaque fois que nous cherchons dans une collaboration intérieure, c'est-à-dire en conscience de groupe, à vivre et clarifier une de ces trois qualités, nous participons à l'élaboration de la politique, de la religion et de la finance de demain. Voyons cela de plus près et cherchons ensemble à nourrir une forme pensée de ce qui peut être, inspiré de ce qui doit être, pour remplacer ce qui est. Concernant la politique, voyons quelques pistes de réflexion non exhaustives. La politique, inspirée par la qualité de volonté de l'âme, pourrait se définir par la phrase « tous pour l'un et l'un pour tous ». C'est une vision qui voit loin et large, dans le sens du bien commun, et non plus exclusivement du bien national. Car les politiques du Nouvel Âge répondent aux lois supérieures qui régissent le règne de l'ensemble, de l'un planétaire. La loi de progrès de groupe, qui stipule qu'il n'y a de progrès que de groupe, viendra progressivement remplacer la petite loi humaine de la loi du plus fort, qui a pour conséquence de chercher à imposer son pouvoir national à d'autres pays, dans une course au progrès exclusivement personnel. À partir de là, les gouvernements ne se laisseront plus gouverner par les lois du marché et des intérêts financiers des puissants. Il n'y aura plus ces conflits d'intérêts qui empêchent de mener une politique cohérente de haut en bas. Mais ils retrouveront leur véritable autonomie et leur véritable pouvoir pour gouverner par l'amour et pour l'amour. Car la volonté, comme on l'avait vu, n'est jamais détachée de l'amour. En effet, il n'y a pas de véritable pouvoir sans amour. Car l'amour est la force de cohésion qui donne vie et forme à tout ce qui existe. Et il sera le garant, le gouvernement, les politiques, sera le garant des valeurs collectives nécessaires à l'épanouissement de tous, et ce, non pas par une imposition autoritaire, mais par l'autorité naturelle
d'un rayonnement aimant et inclusif, qui garde le cap tout en laissant libre d'avancer à son propre rythme. Voici quelques pensées politiques d'avenir. Mais n'oublions pas qu'au sein du mental de cœur, il n'y a pas de séparation entre notre vie et celle de l'ensemble, comme nous le disions tout à l'heure, et que nous participons à l'évolution de la politique mondiale, non pas seulement en évoquant tout cela de l'extérieur, mais en appliquant ces principes à nous-mêmes, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec la reconnaissance. En conséquence, nous devons nous interroger sur notre propre politique de vie. Quelle est ma politique ? Est-ce une politique d'évolution personnelle ou une politique d'évolution collective ? Qui gouverne en moi ? Le cœur, la vie de groupe ou le plexus et les désirs personnels ? Est-ce que je peux repérer les conflits d'intérêts entre les deux qui m'empêchent de laisser le cœur gouverner ma vie ? Est-ce que j'ai tendance à imposer aux autres ou à moi-même, par la volonté personnelle autoritaire, les valeurs qui me semblent importantes ? Ou bien j'ai confiance au pouvoir de la conscience à rayonner et stimuler ce qui doit être ? Et il convient ensuite, après s'être posé ces questions, de chercher intérieurement, par le mental de cœur, l'état d'être, l'état de conscience, inspiré par le principe de volonté et d'amour, qui répond à ces problématiques, jusqu'à se sentir en cohérence vivante avec ces nouvelles idées, ces nouvelles qualités. Seulement ainsi, nous attachons ensemble le global et le particulier, le haut et le bas, les solutions et les problèmes. Et nous participons à servir l'amour, ce grand principe d'unité. Justement, en parlant d'amour-unité, arrêtons-nous un instant sur le lien entre la religion et la qualité d'amour. La religion de demain, et donc celle que nous avons pour mission d'accompagner, n'aura rien à voir avec celle d'hier ou d'aujourd'hui. Car elle s'appuiera enfin sur la qualité de reliance, qualité directement associée à l'amour-unité, d'où est dérivé le mot religion qui vient du latin religere, relier. Toutes les religions ne formeront au fond qu'une seule et même école de reliance, où partout dans le monde, il sera enseigné aux individus et aux groupes à se relier les uns aux autres, à percevoir ce lien indéfectible qui relie toutes les âmes entre elles, mais aussi à se relier au divin en soi, en l'autre, en toute forme de vie. Le divin ne sera plus alors vu et enseigné comme une entité extérieure à nous, mais comme des qualités d'être global, universel, présentes en chacun de nous. L'humain incarnera et partagera alors sa véritable adelphité, fruit de la reliance et de l'union entre son pôle masculin et son pôle féminin, symbole de l'âme et de la personnalité, du global et du particulier. Les guerres de religion laisseront alors la place à l'harmonie des relations, et les fausses religions laisseront leur place à la véritable spiritualité, qui, elle, ne connaît pas la séparativité, mais seulement l'union de tous les opposés. Cela peut paraître lointain, mais cette réalité se rapproche chaque jour un peu plus lorsque nous cherchons véritablement à interroger la place de la relation, de la reliance dans notre propre vie. Et que nous cherchons à voir et à vivre combien la reliance est une qualité dont nous avons le pouvoir de vivre au quotidien entre nous, avec tout ce qui nous entoure. Concernant la finance, c'est-à-dire la gestion et la circulation de l'argent, il est nécessaire de réaliser que l'argent est la concrétisation du corps éthérique de l'humanité. L'argent, c'est fondamentalement de l'énergie. Et tout comme le corps éthérique, il fournit l'énergie nécessaire à toute forme, à toute action, le corps éthérique. Mais l'argent, c'est la même chose. Il possède ce même pouvoir de donner vie à un projet, à la confection d'une forme, quelle qu'elle soit. Derrière toutes les formes que vous voyez, tous les projets qui existent, il y a de l'argent, comme de l'énergie, justement, pour
que ces projets puissent naître. Actuellement, l'utilisation de l'argent est en parfaite cohérence avec la conscience individuelle, où l'on considère que l'argent nous appartient et que l'on peut en disposer selon notre bon vouloir, tout comme nous faisons ce que nous voulons de notre énergie qui semble nous appartenir tout autant. Nous l'utilisons pour vitaliser, donner vie à des myriades de formes, toutes plus inutiles les unes que les autres. Et au niveau collectif, des milliards et des milliards sont engloutis dans les produits de luxe, l'alcool, les drogues, les loisirs, la guerre, le matérialisme en général. C'est gigantesque. J'aurais dû ne pas penser, mais faire le compte de vraiment des milliards dans tous ces domaines-là, c'est gigantesque. Mais en conscience de groupe, l'énergie appartient à tous. L'énergie qui nous traverse ne nous appartient pas, mais fait partie de l'énergie commune. Elle circule pour le bien de tous. Ainsi, l'argent n'est plus utilisé au profit de quelques-uns, mais au bénéfice de tous. Et si en conscience individuelle, nous cherchons à attirer l'argent comme un but en soi, ou comme un moyen d'acquérir de plus en plus de matériel, en conscience de groupe, il est considéré comme une énergie qui a le pouvoir de vitaliser l'essentiel. C'est-à-dire une énergie que l'on peut apprendre à diriger vers tous les projets qui contribuent à élever la conscience dans tous les domaines de la société. Plus la conscience passe de l'individuel à l'ensemble, plus l'argent passe du matériel à l'essentiel. C'est ainsi que l'argent passera progressivement des mains des forces matérialistes aux mains des forces de lumière. C'est-à-dire à tous les groupes qui s'occupent de servir l'amour en cherchant à élever la conscience et le taux vibratoire de l'humanité dans tous les domaines de la société. Il est d'ailleurs impressionnant de voir combien il nous est aisé de dépenser 50, 100, 1000 euros, voire plus, dans les loisirs ou du matériel qui satisfait notre propre désir, mais sans véritable utilité. Alors que nous sommes peu enclins à soutenir avec la même intensité une association, une entreprise qui œuvre pour le bien commun, qui eux ont réellement besoin de cette énergie pour mener à bien ce travail évolutif. Cette période de l'année est donc aussi l'occasion de nous interroger sérieusement sur notre rapport à l'argent. Le Tibétain nous propose une série de questions qu'il est intéressant de se poser si nous cherchons véritablement à aider. Comment est-ce que je considère l'argent? Comme un moyen d'acquérir toujours plus? Ou comme une énergie bienfaisante qui peut réellement contribuer à l'élévation de conscience? Est-ce que je réalise vraiment combien l'ensemble du nouveau groupe des serviteurs du monde a réellement besoin d'argent pour mettre en œuvre le plan d'amour sur Terre? Bien sûr, d'autres questions et d'autres réflexions peuvent se poser et trouver leur réponse à la lumière du mental de cœur. Comme quand je donne, est-ce que je donne par obligation, par charité, pour me donner bonne conscience? Ou bien est-ce que je réalise vraiment que cette énergie appartient à tous et que j'ai peut-être la responsabilité, si j'en ai, d'en faire un usage évolutif? Encore une fois, il ne faut pas aborder ces questions par le mental concret et l'émotionnel, car cela ne servirait qu'à nous culpabiliser. Mais il s'agit d'y répondre par le mental de cœur, afin de stimuler et éveiller en nous-mêmes la puissante vie des idées et des qualités de l'âme, véritables forces de proposition, qui ont le pouvoir de véritablement changer les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Seulement ainsi, nous deviendrons toujours plus cohérents avec notre véritable nature. Et nous en avons le pouvoir. Pour conclure, je vous rappelle que c'est au groupe des gens de bonne volonté et de volonté de bien que l'on donne parfois le nouveau groupe des serviteurs du monde, à qui revient la tâche de mettre en cohérence les trois corps de l'humanité et les trois qualités de l'âme. De cycle en cycle, de spirale en spirale,
Ce groupe permet à ce que les deux triangles se rencontrent et s'unissent. Par le mental et le cœur, ils s'ouvrent à toujours plus grand, sans jamais perdre le lien avec les besoins du monde. Petit à petit, ceux qui ont les yeux pour le voir, voient alors se dessiner les contours d'une humanité unie consciemment dans un dessein commun et planétaire, dont l'aboutissement est symbolisé par la rencontre des deux triangles qui s'unissent progressivement en un tout. Je dessine donc les deux triangles qui s'unissent. C'est le symbole de l'étoile à 6 branches, qui représente les justes relations, symbole de la cohérence entre tous les aspects de l'être. C'est le symbole qui représente l'accomplissement du plan d'amour, la manifestation du temple de Dieu, comme il est parfois nommé dans les écrits de la sagesse, là où le plus haut et le plus bas se rencontrent, là où cohésion et cohérence ne font plus qu'un. Nous espérons aussi que cette conférence et ce symbole puissent aussi contribuer à clarifier et donner plus de vécu, et donc plus de cohérence, à la dernière strophe de la grande invocation qui nous parle de cette manifestation du plan d'amour et de lumière sur terre, par l'intermédiaire de l'humanité polarisée mentalement. La voici, du centre que l'on nomme l'humanité. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Et pour terminer, laissons la place au poème que Michel a su mettre en cohérence avec la pensée qui soutient cette conférence. Le poème s'intitule « Entrer dans la danse ». Tout est cycle dans la nature. Inspiré par le futur, expiré dans le présent le plus pur. Tout avance au fur et à mesure. Une ligne invisible relie les deux volets, ce qui cherche à être et ce qui momentanément est, pour rendre cohérent le fait que tous ces éléments forment un tout. Ils se cherchent, se tournent autour, se révèlent d'abord un peu flous, pour finalement se retrouver en tant qu'atout. Le problème et la solution finissent par s'aligner dans un plus grand angle en tant qu'alliés. Nous, écuyers, nous nous transformons en chevaliers pour servir en tant qu'âme toute l'humanité. Ainsi, nous avançons ensemble. Toute incohérence personnelle se transcende par une claire vision de ce qui abonde pour devenir actif pour tous dans ce monde. Alors, entrons ensemble dans cette danse de ce qui cherche à être.